Smart Strategy vous est présenté par Circle by Square. Salut à tous, c'est parti pour un troisième épisode maintenant, Augustin. Ouais, troisième épisode de Smart Strategy avec Augustin Van Rijkenvorsel. Magnifique. Un troisième, on y arrive. L'idée, donc, mais Gus va vous le dire, l'idée c'est de faire un point sur la stratégie des boîtes, c'est de s'intéresser à la stratégie des boîtes. Hein. Exactement, tout en vulgarisant les choses et de manière simple et facile. Et donc voilà, on va regarder ça aujourd'hui. Alors, l'invité du jour. Voilà. Vous nous présentez Sébastien. Tout à fait. Wow. Sébastien, tu vas peut-être toucher un petit mot sur toi, mais c'est un marché intéressant dont tu as pu profiter un peu pendant la crise. Absolument. Marché du sport, du vêtement de sport et de l'équipement de sport. Alors, vendu par encore Internet. Dit, c'est Private Sport La société, c'est Private Sport Shop, voilà, qui est un spécialiste de la vente privée sur le matériel de sport, présent en France et en Europe depuis une dizaine d'années et qui compte notamment 8 millions de membres en France. Matériel de sport, mais ça va du short pour courir jusqu'à la paire de skis, c'est ça? Absolument, tout. On couvre quasiment 150 sports. On fait aussi le curling, on fait aussi l'alpinisme, on fait aussi tous les sports. On fait aussi du MMA, de la boxe, du karaté, il y en a beaucoup. On est multispécialiste du sport. Et vente privée, ça veut dire quoi, vente privée? Vente privée, ça veut dire que dans une entreprise, il y a des fournisseurs et des clients. Chez nous, il n'y a que des clients. Je suis client des marques, c'est-à-dire que je suis une solution de fin de série pour les marques, pour qu'elles écoulent leur fin de série ou leur surproduction. Mais les sportifs sont mes clients. Donc tout le monde est mon client. Je suis une solution pour la marque pour qu'elle ne reste pas avec ses stocks sur les bras quand elle n'a pas réussi à le vendre. On pourra parler du Covid, c'était une bonne illustration. Ouais, carrément. Et puis le sportif, lui, il vient chercher chez nous, chez Private Sport Shop, le prix le moins cher, parce que comme c'est la collection de l'année dernière, eh bien, il peut avoir son équipement à moins 15, moins 20, moins 25% par rapport au meilleur prix du web. Et qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux ventes privées qu'on connaît, à commencer par vente privée ou showroom privé? On ne fait que le sport. Et donc, il y a quoi? Il y a du conseil, il y a une excellence dans le... Exactement. On a, alors, il y a tous les sports. Il y a, y compris du petit matériel, nos membres sont très excités quand on vend des mousquetons d'alpinisme et ils se jettent sur le site. Okay. Nos membres, ils adorent quand on leur vend un jeu complet professionnel de fléchettes. Nos membres, ils adorent quand on leur vend le kit pour faire du curling. Et il va être vraiment moins cher qu'une plateforme classique en pleine solde, ou bien c'est... Oui, vraiment moins cher. On est vraiment moins cher parce que le principe de la vente privée, en général, mais appliqué au sport chez Private Sport Shop, c'est que la marque doit se débarrasser de son stock. Elle a plusieurs solutions pour ça. Hein. Elle a les magasins d'usine, certains ont monté leur propre magasin d'usine, ou elle va voir un site internet qui, lui, prend sa marchandise, c'est sa surproduction ou sa fin de série, et qui le vend. Et donc, comme elle doit s'en débarrasser, elle le brade, et nous, on peut le mettre sur la collection de l'année dernière, ou le matériel de l'année dernière, on le met sur internet à un prix qui est effectivement... en moyenne, 15 à 20%. Un site de vente privée qui ne vous vend pas le matériel à moins de 15 à 20%, le prix 15 à 20% moins cher que n'importe quel autre acteur du web, il ne fait pas son boulot. C'est ça. Et à ce moment-là, et puis après on va rentrer là, mais ça m'intéresse au point de vue logistique, c'est-à-dire quand vous récupérez le stock de la marque, elle le porte toujours et vous le récupérez digitalement ou vous le récupérez physiquement? Alors les acteurs, le modèle économique de la vente privée tel qu'il a été inventé par vente privée, faut redonner à César ce qui appartient à César. On ne porte pas le stock, c'est d'ailleurs la beauté du modèle. C'est la marque qui porte le stock. On vend sur la base d'un fichier qu'elle nous fournit et lorsqu'on a vendu, elle nous envoie les produits qu'on a vendus. Ah, donc c'est vous quand même qui expédiez aux clients? Ah oui. C'est notre client, notre base client. Oui, absolument. Oui. Mais donc si tu ne vends pas, tu paies rien. Exactement. Exactement. Ok, la propriété, exactement. Chez elle, tant que... Ça c'est le modèle le plus pur et ce qui permet d'ailleurs, en ne portant pas le stock, c'est le fameux mistigris du portage du stock dans le e-commerce, qui est un vrai sujet de fond. En ne portant pas le stock, on pratique du coup des prix moins chers. Ça contribue aussi à ça. En plus d'accéder à des produits qui sont en fin de vie. Et tu gardes toute ta base client, le contact avec le client, et j'imagine que ce contact aussi, tu peux en faire profiter
La marque qui, au départ, n'avait pas forcément de lien avec ce client-là. Alors la marque, elle adore accéder à notre base client, qui sont des sportifs un peu sérieux. Le gars qui achète un balai de curling, c'est rare quand même. Exactement. Ou même le gars qui achète... c'est ça. On ne court pas un marathon avec des pompes de jogging à 20 €. On court des marathons avec des pompes à 100, 150, 200 €. Et donc, avoir des centaines de milliers de sportifs qui sont capables de courir le marathon et de mettre 120, 150 ou 200 € dans des pompes de marathon ou dans du matériel divers et varié, parce qu'il y a aussi de la chasse, la pêche, il y a tous les sports. Les marques adorent ça et on fait effectivement des études marketing pour les marques aussi. Ils ont une capacité de retargeter, enfin on regardera ça peut-être après, voir comment ce que... On est dans le e-commerce, donc effectivement on sait retargeter, on connaît nos clients et on a des clients qui sont extrêmement fidèles. T'as vu la façon dont il a dit on est dans le e-commerce. Mon pote, cherche pas. T'es vraiment un bout de produit, cherche pas à nous échapper. Non, mais on a déjà qu'est-ce que tu crois mais on sait tout de toi, tu vois. On a tout extrait. Tout ça est très réglementé maintenant, Stéphane, bien sûr. Bien sûr. Et il faut croire que avec modération. Exactement. Mais il faut croire que nos clients sont un peu masochistes, puisqu'on en a parmi les 10 millions qu'on a en Europe, il y en a 1,5 million qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous disent encore plus. Les gens aiment bien. C'est toute l'ambiguïté du truc, ça c'est. Parce que la fameuse phrase d'Eric Schmidt, je le dis comme ça d'un mot, la fameuse phrase d'Eric Schmidt, donc qui était directeur général de Google, au moment où tout ça a commencé à se mettre en place, et où Eric Schmidt dit, mais en gros, si vous avez rien à vous reprocher, où est le problème? Don't be evil. Bon. Elle a quelque chose d'un tout petit peu effrayant, mais en même temps, il a raison. Quand on cherche un balai de curling et qu'on n'a rien à se reprocher, aucun problème à se faire targeter, à ce qu'on nous suive, à ce qu'on nous mette en algorithme. Bien sûr, on gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne tout, quoi. Mais non, c'est tes clients corporate qui peuvent bénéficier de ce truc-là, parce que eux, targeter une base client aussi précise que celle-là, c'est pas évident pour eux non plus. Exactement. Donc, mais les clients corporate, ce qui les intéresse en premier lieu chez Private Sport Shop, c'est ma capacité à leur donner du cash contre quelque chose qui n'arrive plus à vendre. C'est ça. C'est ça, le base du métier de vente privée. Je donne du cash et du coup, ce sont mes clients corporate. C'est exactement ce que tu dis. Je leur donne du cash. Là, pendant la période du Covid, où il n'arrivait plus rien à vendre, les magasins étaient fermés. J'ai renvoyé, et nous, nos clients étaient comme des fous sur Internet à chercher du matériel puisqu'ils se sont remis au sport. On leur a renvoyé 20 millions en quelques semaines de cash parce qu'on prenait de la marchandise et on l'écoulait par Internet. Et on leur a vidé leurs entrepôts. On a une solution pour vider les entrepôts des marques sportives, des grandes marques de sport. C'est ça le modèle on est en plein dans le modèle de la vente privée. Ok, top. C'est intéressant. C'est intéressant. On va creuser tout ça. Oui, parce que d'abord, on a 3 petites infos. Alors, les petites infos de la semaine de Gus, vas-y. Il y avait quoi? Il y avait alors 2 boîtes que j'adore. Parce que maintenant, si tu veux, il y en a, tu les as portées dans tes bras. C'est quasiment, tu les as vues naître. C'est-à-dire Lydia et United. Tu as dû les voir. On faisait c'est United, c'est ça. Enfin, United, United. Qui avant s'appelait Prêt d'Union. Et nous, il y a 10 ans, on a lancé une opération qui s'appelait 3 minutes pour convaincre, à l'époque. Prêt d'Union doit être dans la première promotion de 3 minutes pour convaincre, tu vois. Et tu les vois monter petit à petit. Et Lydia aussi, au départ. Et à chaque fois, c'est la même chose. Prêt d'Union, on comprenait. Lydia, mais il y en a des dizaines de boîtes comme ça, où vous voyez le type. Le type est investi par sa boîte. C'est-à-dire, il est tellement en rupture. Ce qui vous explique... Il y a 5 ans, on va faire de l'échange d'argent avec votre smartphone et tout. C'est tellement invraisemblable. Vous voyez toutes les barrières bancaires se monter devant lui et tout. Il faut que le type soit habité par une espèce de moteur interne dingue pour y arriver. Voilà. Complètement. Donc il se lance dans le prêt. Oui, alors c'est intéressant parce que. Prêt au PME, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est crédit conso. Quoi, tu vois, et en gros, c'est intéressant de voir à quel point les banques classiques à la base, il n'y a plus beaucoup de métiers où elles font du cash. On va se le dire, c'est quand même un peu compliqué. Tu as toutes les startups, toutes les fintechs qui sont arrivées pour optimiser un peu le flux et toute le geste du consommateur, simplifier tout ça. Et puis là maintenant, ils se mettent sur le core business de la banque. Et un des seuls business où la banque faisait encore du cash. Je regarde un peu, c'est le crédit conso pour la banque, c'est encore entre 10 et 15% de ton chiffre d'affaires derrière. Donc c'est très important, c'est l'endroit où tu fais le plus de marge. Et donc voilà, un peu challenging comme truc et se dire, il y a encore, et tu parlais de leur début, mais
tu parlais de ça il y a 3 ans, les fintechs, tu dis, ouais, mais ils sont bons pour faire des apps et simplifier le truc, mais le crédit, c'est pas, ce sera pour les gros. Et là, maintenant, ils sont là. On a eu aussi, c'était la semaine dernière, parce que Frédéric Oudéa est venu nous voir la semaine dernière, le rachat de Shine, banque pour les indépendants, les auto-entrepreneurs, etc., par la Société Générale. Il se trouve qu'il y a 2 ans, j'avais moi une petite activité d'indépendant. J'avais mon compte à la Société Générale, mes comptes pro, qui me coûtaient 60 € par mois. Putain, les mecs, on facturait une petite activité de rien du tout. Vous en aviez pour 700 € par an. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Shine débarque en étant gratuit. Exactement. Et donc je me souviens très bien, je reçois le patron de Shine et vraiment je hurle, mais c'est pas possible, mais vous saignez le sang des micro-entrepreneurs, vous vous rendez compte, ça déclare combien un auto-entrepreneur? 2500 €, 3000, 5000 € de chiffre d'affaires par an. Vous avez vu ce que vous leur prenez pour un compte professionnel. Ils n'avaient pas du tout aimé la Société Générale. Ça avait été assez chaud entre nous. 2 ans après, ils les rachètent. 2 ans après. Et même, j'ai l'impression, ils ne savent pas faire. C'est-à-dire que cette offre-là, alors c'est plus tout à fait gratuit, Shine, mais quasi gratuite, pour des auto-entrepreneurs ou des tout petits entrepreneurs, donc avec très très peu de services, on est d'accord. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas faire. Non, mais ils sont obligés de racheter. C'est l'histoire du compte nickel, hein, avec la BNP. C'est l'histoire du compte nickel, tout à fait. Ils ont essayé de les tuer, le compte nickel. Je sais bien, pendant un certain temps. Pour blanchiment, etc. Ils leur ont mis toutes les autorités possibles et imaginables aux fesses. Hein. Complètement. Et ils ont résisté. Je vais raconter une anecdote. Moi, j'ai été banquier avant d'être e-commerçant à la Caisse d'épargne. Le paiement par SMS, la première banque qui a lancé ce service de je t'envoie un SMS, je te paye, c'est la Caisse d'épargne. J'étais responsable, c'est moi qui fais le lancement. En 2004 ou 2005, Movo. C'est mort. Ah ouais, j'ai jamais entendu parler. MOVO. Gros lancement, annonce, premier paiement, panique au Crédit Agricole parce que la Caisse d'épargne lançait le paiement par SMS. La banque n'a jamais su, les banques des caisses d'épargne n'ont jamais su le commercialiser, c'était trop tôt. Et ce qui est intéressant sur ta stratégie, peut-être que nous, on n'était pas prêts aussi, le public. C'est ça. Probablement. Le trop tôt, c'est le pire. Hein. Mais un entrepreneur, un vrai entrepreneur habité, comme c'est tu ça. dis, il sait que le public est prêt, il va porter la vision. Et alors, j'ai pas réussi, mais dans le cadre bancaire classique, Movo était probablement très en avance sur son temps, n'a pas pris et a été fermé 1 an après ou 2 ans après. Donc, dans l'histoire. Dans l'histoire. Et vous savez, juste, mais on le fera venir d'ailleurs, parce que l'un des 2 fondateurs de Nickel, je le dis juste d'un mot dans les histoires, donc ancien directeur de la communication de la Société Générale, il sort, mais laminé, lessivé. Il en a écrit un bouquin d'ailleurs, qu'il faut lire. Si vous avez, je sais pas, 40, 45 ans, que vous posez des questions, il faut lire ce bouquin, le 2e bouquin qu'il a écrit. Donc, il sort laminé, lessivé de cette aventure. Et il se demande vraiment ce qu'il va faire de sa vie. Et il a 45 ans. Et il fait une rencontre formidable et il crée Compte Nickel. Donc c'est ça aussi, cette capacité de rebond qui est fantastique. Bien, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dis donc, parce qu'on papote, Deuxième petite info rapide, mais qui est intéressante, c'est de regarder la chute des loyers à San Francisco. Ils ont pris 12% en 1 mois et demi. Alors, on ne se dit pas que ça va arriver comme ça de manière aussi vulgaire sur Paris, mais voilà, il y a des changements. Non, sur Paris, ça n'arrivera pas, mais il y a un ralentissement sur l'immobilier aujourd'hui. Malheureusement. Non, Gus, non. Enfin, bon, ouais, on parlera de ça. Les agences immobilières sont pleines. Ce matin, j'ai vu que les taux d'intérêt recommençaient à baisser, c'est-à-dire que les banques sont à nouveau à se tirer la bourre. Il va y avoir, oui, forcément, il y a eu moins de permis de construire à cause du confinement, donc sur la construction, ça va prendre un petit taquet, et comme ça va prendre un petit taquet sur la construction, les prix vont se maintenir. Non, ça, je crois. Moi, je crois que ça va dépendre du type d'immobilier, mais l'immobilier du cadre, parce que c'est celui-là qui prend cher, San Francisco. C'est l'immobilier du cadre, 2 enfants, machin, etc. Celui-là, pour moi, il va prendre un taquet. J'aimerais bien, mais non. On verra. On verra ça dans 6 mois. C'est ce qu'on dit. Non, tu sais, la bulle immobilière, ça fait 15 ans que je la suis. En fait, c'est pas une bulle, c'est une enceinte de confinement. C'est-à-dire, oui, effectivement, c'est une bulle, dans la mesure où les prix sont décorrélés des revenus. Ça, il y a absolument aucun doute là-dessus. Mais la baisse des taux d'intérêt resolvabilise une partie de la clientèle. Et puis, t'as beau faire. Il y a une telle demande que rien ne vient abîmer cette enceinte de confinement en béton armé. Voilà. C'est ça. Oui, mais le type de bien sera peut-être... Mais même en Île-de-France, non, mais le type Grand de bien... Paris était censé apporter un appel d'air. Vous voyez bien que les terrains tout autour sont déjà préemptés à des prix incroyables. Ça, c'est pas faux. Ouais, mais on va peut-être encore aller plus loin. Dernier truc, alors les châteaux. Justement, aller plus loin vers les châteaux. Et donc, du coup, dans ce IMO, tu
vois l'appétit sur les châteaux qui est en train de revenir. Alors après, ça va de nouveau être peut-être un petit coup de semonce et puis c'est reparti. Mais ça montre en fait le besoin de ces gros cadres, justement, de prendre un peu l'air et de se dire, putain, je me tape des prix faramineux sur Paris, pourquoi est-ce que je vais pas me chercher un petit château à l'extérieur, quoi. Sébastien, il a un château. Ouais, Sébastien, il a un château. Une maison de famille. Ok. Et si Qui je est donne un un château. conseil à ces gros cadres, faites pas ça. Faites pas ça, exactement. Surtout pas ça. C'est un gouffre. S'il n'y a pas une source de revenus à côté, c'est un gouffre. C'est Ouais. terrible. C'est Non, terrible. c'est- C'est terrible. Non, Mais c'est familial, on le fait pour des raisons familiales. Combien Non, mais tu mets... 1000, 5000, 1500 mètres carrés, la surface. Ah oui, c'est non, un mais château. la surface au sol, alors c'est les impôts déjà, hein, c'est effectivement, ça cogne assez sévère. Mais quand l'année où tu dois refaire la toiture parce que tu as les Capricornes qui ont bouffé la moitié, donc tu fais venir le charpentier, mais c'est les toits de Notre-Dame cette affaire. Ouais, C'est terrible, c'est terrible. Et les tuiles, et la tempête, et l'arbre Ah, qui mais non, mais t'as s'effondre. toujours un truc, Mais toujours un truc. c'est Ouais. incroyable. Il faut vraiment aimer sa famille et aimer les terres, parce que c'est terrible. Et avoir une boîte qui performe et qui crache tout ce qu'il faut pour entretenir la toiture. Rentable. Et des On est précédentes- juste rentable. Et des précédentes qui ont permis d'entretenir la toiture. Bon, vas-y, Top. Gus, il nous reste Ouais. 10 minutes. Juste un rapide petite question, et puis après on va un peu au-delà. J'aime bien poser 3 questions bien spécifiques. Explique-moi pourquoi, toi, donc ta boîte, hein, dans 10 ans, vous serez encore là. Parce qu'il y a d'autres acteurs, il y en a une série qui sont en train de se presser à la porte. Bien sûr. Sur quoi tu es, il y a de la marge à aller chercher. Pourquoi est-ce que ta boîte, elle sera encore là? Alors, je fais toujours 2 réponses pour les marques, qui sont mon premier client, et pour les sportifs, qui sont ma deuxième. Mais j'ai 2 types de clients, c'est mon deuxième type de client. Pour les marques, j'expliquais tout à l'heure, finalement, c'est assez simple. On est la solution on est une espèce de solution d'assurance. On a une assurance pour qu'ils évitent la surproduction, parce qu'à la fin de leur cycle de vente, quand ils n'arrivent pas à vendre leur fin de série ou ils ont trop produit, parce que c'était pas la bonne couleur, parce que c'était pas la bonne taille, parce que c'était pas la bonne technologie qu'ils essayaient de vendre aux clients, ils savent qu'il y a des gens qui vont leur vendre quoi qu'il arrive. Donc, on est cette espèce d'assurance contre la surproduction des marques. Donc nous, on est intimement liés aux marques, on croit à l'avenir des marques, et on sait que les marques qui vont continuer à avoir du succès, à investir en marketing, elles peuvent le faire parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas collées avec de la marchandise sur les bras en fin de cycle. Voilà. Ça leur permet de ne pas dégrader les prix eux-mêmes? Alors, exactement. Ça leur permet de dégrader les prix, parce que la réalité, c'est quand même que les prix sont dégradés par rapport à ce qu'ils vendent à propos, mais de façon contrôlée. C'est ça. Une marque, elle déteste, en général, les marques détestent Internet parce qu'elles ne contrôlent plus leur image, et notamment leur image prix. Avec les sites spécialisés, en particulier, nous, on a choisi d'occuper le segment du sport, eh bien, on a une solution, et la solution d'assurance dans un monde où la production textile ou la production d'équipement, elle se fait quand même beaucoup en Asie, même si j'entends que la pharmacie va revenir en Europe, le textile et l'équipement, il va en rester un bout. Cette assurance, elle est là pour vivre. Tant qu'il y aura des marques, il y aura Et ça, en fait, les autres grosses plateformes, ils ne peuvent pas le faire, parce que du coup, Non, parce que nous, on intervient, on a une capacité et une image chez le consommateur sportif sur cette fin de vie, sur le fait que notre prix, il est moins cher que de 10, 15, 20% que n'importe quel autre acteur sur le web. Et ça, c'est l'autre partie de ma réponse. Pour le sportif, on est moins cher de 10, 15, 20% parce qu'on fait le job en étant partenaire des marques et en ayant accès à des produits que les autres n'ont pas au même prix. C'est ça. Et tes clients corporate, ils n'ont pas envie d'aller voir d'autres plateformes? Si, il y en a d'autres. Mais là, on plus généralistes ou même des plateformes qui vendent ton truc de manière classique? Faisons simple, les clients de vente privée ou de showroom privé, c'est des femmes. À 70-80%, ils viennent chercher de la mode. Les clients, et ça s'est fait naturellement comme ça, les clients de Private Sport Shop, à 80%, c'est des hommes. Et tu peux essayer de vendre des raquettes du tennis ou des tenues de MMA sur vente privée ou sur showroom privé, ça ne se vendra pas. Alors, il y a quelques produits qui sont en superposition où les hommes et les femmes vont acheter les deux, où l'un va acheter pour l'autre et va jouer le rôle de prescripteur. Mais le matériel de sport, l'homme est prescripteur. Le matériel de sport sur Internet, l'homme est prescripteur. Et il trouve qu'il est membre de Private Sport Shop quand son conjoint est membre de vente privée, showroom privé ou les deux. Et voilà. Est-ce que la valeur d'avoir, parce que avoir une cible aussi précise que la tienne, des fans de sport, est-ce que cette valeur-là, tu l'as leverage auprès de tes
clients corporate. Énorme. On parlait de auprès des marques de sport, voilà. oui, bien sûr. C'est-à-dire que de le targeting. Et auprès d'autres marques. Non, Oui, c'est ça. Je pense entre le sport et puis derrière la cosmétique, par exemple masculine, il n'y a pas quelque chose. Il y a quelques ponts, mais on est encore très concentré sur le sport parce qu'il y a un tel périmètre de sport à couvrir et de technicité dans le sport à couvrir parce que je cours le marathon, donc je veux des chaussures à 150 ou 200 euros pour courir le marathon. Mais entre je cours le marathon en 2 heures, en 1h50 ou en 2h30, c'est pas le même matériel, c'est pas les mêmes chaussettes de contention. Alors, le marathon en 1h50, le mec il a pris des trucs. Hein. Ouais, mais aussi, on vend aussi des trucs. Ça s'appelle la nutrition. Non, on a tout, Stéphane. On vend aussi parce qu'il y a. Bon, je tiens à dire, parce que c'était tout à l'heure, je sais pas, mais si on peut courir le marathon avec des pompes à 20 euros, hein, quoi que ne fasse croire le marketing. mais fin de la parenthèse. Il y en a qui le font sans pompe. Hein, donc, On a mal après, hein, je peux vous garantir. non, mais donc c'est ça. L'exploitation de ta cible, tu l'utilises de manière importante. Oui, mais avec on est beaucoup surtout, alors, on est une solution d'assurance entre guillemets, d'écoulement de fin de cycle de vie des produits pour les marques. On est le prix le moins cher du web, pas le dernier qui vient de sortir, celui de la saison d'avant, mais on est le prix le moins cher du web. Fin de tu vois, c'est ce que je t'explique pour Bismart. On est dans la même démarche, c'est-à-dire on vend plus des audiences, on vend des communautés. Et à un moment, il faut que tu sois sur une cible ultra identifiée. Exactement. Et que tu soignes cette cible. Exactement. Tu la soignes absolument. Voilà. Tout à fait. Et les autres C'est exactement ce qu'on fait avec les sportifs. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on la soigne tellement qu'ils viennent en grand nombre s'abonner sur les réseaux sociaux pour nous suivre entre deux ventes parce qu'ils trouvent ça génial, complètement. de la façon dont on parle du sport, parce qu'on est des authentiques sportifs, etc. Tout à fait. Ouais, deuxième rapide question. Vous êtes combien dans la boîte aujourd'hui ? On est 200. Vous êtes 200. La guerre des talents, c'est un truc encore aujourd'hui qui pour toi est compliqué Oui, ça l'est. Alors, on est à Montpellier, donc c'est un peu moins compliqué qu'à Paris ou à Lyon. Mais à Montpellier, c'est pas forcément connu, mais c'est une Silicon Valley française. Hein. Google a installé 2 ateliers numériques en France. Il y en a une à Montpellier. L'école d'intelligence artificielle qui vient d'ouvrir de Microsoft en France, elle est à Montpellier. Montpellier, c'est Tids. Montpellier, c'est Ubisoft. Montpellier, c'est Private Sport Shop. Voilà. Tids, c'est de la pub, hein, c'est ça. Tids, c'est le leader mondial de la pub vidéo, boîte française née à Montpellier. Donc il y a un écosystème digital à Montpellier qui est extrêmement puissant. Et donc effectivement, on se tire un peu la bourre pour aller chercher les talents, les commerciaux. Pourquoi est-ce que je dois venir bosser pour toi alors parce que Montpellier, c'est la mer, la montagne. Il y en a d'autres apparemment. Il y en a d'autres. Et puis c'est parce que nous, on est en forte croissance dans le sport. On est les seuls vraiment à fond dans le sport. Je te donne une idée. Entre 12h et 14h, chez Private Sport Shop, tout le monde s'arrête et va faire du sport. Donc vous êtes des fans de sport dans le... Et il y a 2 heures dans les horaires prévus. Tu as le droit de faire du sport. À 14h, tu viens, tu as pris la douche, on fournit la douche. Et la dernière discussion que j'ai eue au comité d'entreprise, c'était où est-ce qu'on met le terrain multisport qu'on veut installer, financé par le comité d'entreprise à côté de l'usine. Est-ce qu'on met là au soleil? Est-ce qu'on le met là pour qu'au moment des pauses et à la pause déjeuner, on puisse faire des parties de tout et n'importe quoi. Vraiment partie de la culture de la boîte. Complètement. À l'américaine. Complètement. Top. Disons d'un mot quand même, Tids, Pierre Chapas, donc fondé par un pionnier du net français, réfugié en Suisse aujourd'hui quand même, réfugié fiscal. Voilà. Moi je tiendrai à le dire à chaque fois, c'est-à-dire ça fait partie de ces entrepreneurs qu'à un moment la France n'arrive pas à garder parce qu'il y a des choix fiscaux que les gars sont obligés de faire. Quoi. Voilà. Complètement. Bien, continuons. Écoute, mais après la dernière question, on la pose malgré qu'elle te concerne moins, mais c'est quand même important dans la guerre des talents, dans l'esprit d'une boîte. C'est qu'est-ce que tu dans ta notion à toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu me disais je vends quand même des stéroïdiens, etc. Est-ce qu'il y a une pour des fans de nutrition, des fans de musculation, il en faut pour tous les goûts. Des protes. Il en faut pour tous les goûts, Gus. Non, mais je juge pas, mais est-ce que... Ça m'inquiète un peu, quoi. Non, mais quelle est la responsabilité d'une boîte comme la tienne? Qu'est-ce que tu portes en tant que responsabilité sociale, si tu veux, derrière? Alors ça, j'en ai rien à foutre. Super simple. Tant qu'on m'achète, c'est bon pour moi ou je suis très bien dans mes pompes là-dessus. Je fais de l'économie recyclable. La marque, plutôt que de jeter ou de brûler ses invendus, ses fins de série ou sa surproduction, elle me les donne, je les vends. Ça s'appelle l'économie recyclable. Donc, en gérant cette fin de vie du cycle de vie, cette fin du cycle de vie produit, en fait, je suis un acteur de l'économie recyclable. Ça, c'est pour mes marques. Là, je me sens bien. Et là-dessus, on contribue. 2, pour être très simple, à part ceux qui font de la muscu ou qui font du sport en salle, mes clients, ce sont les premiers protecteurs de la nature. Le surfeur, il ne veut pas nager dans les détritus et faire du surf dans les détritus. Le jogger ou le trailer, il ne veut pas marcher dans la montagne et que ce soit dégueulasse, etc., etc. Donc moi, on est
favorisant la pratique du sport, en la rendant accessible, avec des produits de marque. On est le premier incitateur à ce que tous nos clients aiment la planète et préservent la planète. Voilà. Et donc concrètement, le sport, et en particulier 90% le sport en plein air, c'est les premiers défenseurs de la nature. Nous, on a des sports, des activistes du sport. On considère qu'on est activiste du sport. On est activiste pour la planète en étant activiste du sport. Ok. Mais, bon, et en tout cas, on s'est organisé autour de ça. Non, mais et on a des marques, on met en avant des marques. Je vais essayer on en a 3000. Donc, tu fais un choix de Patagonia, marque américaine. C'est des dingues de l'activisme du sport, de préservation de la planète, de verser 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète, ou une marque moins connue comme Agloffs en Suède, qui c'est les marques de montagne. On adore mettre en avant auprès de nos clients des marques qui sont engagées, parce que la plupart des marques sont très engagées là-dessus. Et pourquoi ? Parce que le plus beau terrain de jeu, c'est la planète. C'est ça. Tu disais que, dernière petite question, parce que le temps il est là. Tu disais que tu étais un fan de marque, un jour une marque à toi ? Non, quand on est là pour aider les marques à écouler leur surproduction, la marque du distributeur, ce qu'on appelle la MDD, la marque blanche, ça c'est une solution de e-commerçant pour contourner la problématique du prix d'Amazon ou de ses discounts. C'est pour essayer d'être moins cher. Nous, on fait de la marque, nos clients viennent chercher de la marque et on aide les marques à ne pas rester avec des stocks sur les bras. Point. C'est ça. Et donc, la marque de distributeur, ça n'est pas dans la stratégie d'un site de vente privée pour toutes les raisons que j'évoquais, et en particulier celle-là. Et on en discutait juste avant, et ça fera une belle conclusion. Sébastien se considère plus comme un développeur d'entreprise, Sébastien, que comme un entrepreneur pur. Les entrepreneurs, justement, ils ont fait naître la boîte. Exactement. Voilà. Là, on rationalise ça, mais confondons pas un site de vente privée et un site de e-commerce. Le e-commerce est quelque chose d'assez différent, dans laquelle la logique de marque de distributeur fait du sens, mais pas pour la vente privée. Mais moi, je rends hommage au manager. Vraiment. L'important, c'est très bien de faire naître, mais l'important, c'est l'élevage. Et surtout dans l'économie française. Les deux. Mais on a besoin des deux. On a surtout besoin aujourd'hui de gars qui sont capables de faire passer des boîtes de 10 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est l'objectif. C'est ça le sujet. Alors, on est à plus de 100 millions et on va aller à 200 ou 300 millions. Voilà. Bravo. C'était donc Private Sport Shop. Exactement. Sébastien Rohard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Sébastien. Gus, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. On vous retrouve tous la semaine prochaine.